Bonjour à tous, on est hyper heureux de vous retrouver avec encore une fois Muriel et Héloïse. Enchantée. Aujourd'hui, on va se poser une question que on reçoit très très souvent, c'est est-ce qu'il y a un profil de victime ? Est-ce qu'il y en a même plusieurs potentiellement ? Quels sont les traits de caractère ? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut se fier ? Et surtout, si jamais vous présentez certains de ces éléments, comment vous pouvez essayer de comprendre comment ça pourrait vous impacter. Ce que je te propose, Muriel, c'est de commencer. Est-ce que pour toi, il y a un type de victime ? Alors, déjà, c'est sur le mot victime, et je pense là-dessus qu'Héloïse va être d'accord avec moi, c'est-à-dire que c'est bien un moment de poser le terme de victime, parce qu'à un moment, il faut être reconnu comme victime éventuellement dans ces relations-là. Mais je pense que surtout ce statut doit être dépassé très vite et que la personne ne doit pas s'attacher à ce statut de victime. Donc on va peut-être parler aussi de cible ou de proie, puisqu'en fait on a affaire à un prédateur qui va sauter sur une proie et une cible parce que la personne va cibler cette personne-là. Et okay. Oui, vas-y Héloïse, si tu veux. Et même rajouter. aussi, tu vois, les victimes, les clients qui viennent à nous, ils aiment pas se reconnaître en statut de victime. C'est un travail, c'est un travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes pour accepter d'être victime. Donc, si vous aimez pas le mot victime, en fait, c'est pas grave. On l'utilise pas. Regardez juste si ça correspond à la description dont on va parler pendant la vidéo. Alors, j'ai un scoop, c'est qu'en réalité, dans la première phase de la relation, le manipulateur va tester pour voir si en face il a un bon candidat. Et ça, c'est surtout ça, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'en réalité, dans les premiers instants de la relation, le pervers narcissique, il va tester pour voir si vous cochez les cases. Des exemples. Moi, j'en ai déjà en tête, mais vas-y, Alors, tu veux commencer ? Vas-y. Des exemples, ça va être immédiatement la déclaration d'amour enflammée. Tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie. On va avoir un avenir ensemble, ça va être fantastique. Je te propose qu'on se mette en couple. Ça fait 48 heures qu'on est ensemble. C'est le bon moment pour qu'on se mette en couple. Tu es la personne que j'attendais. Red flag. C'est ça. Les red flags, il faut savoir les voir parce que c'est vraiment, ça s'appelle d'ailleurs du grooming. Il va vraiment au départ essayer à la fois de voir si vous correspondez à la personne qui va être une bonne cible, et on va voir ce que c'est qu'une bonne cible, ouais. Et il va après vous modeler selon ses attentes. Parce que le pervers narcissique, ce qui va être le plus important pour lui, ça va être que vous combliez ses besoins. Et pour ça, il va utiliser des techniques. Donc la bonne cible, ça va être la personne qui va nourrir ses besoins et qui va être sujette à cette technique de manipulation. Okay. Exemple de besoin. Ouais. Par exemple, le pervers narcissique, il va avoir un besoin de contrôle. Donc, il va faire en sorte de tester est-ce que la victime va être capable d'être réceptive à ce besoin de contrôle. Un truc tout simple, ça va être par exemple un contrôle sur les habits, un contrôle sur un choix de restaurant, un contrôle sur un choix de vacances, sur un choix de décoration. Et donc, si vous acceptez immédiatement de vous dire je vais pas faire une crise parce que il veut du papier peint bleu alors que moi j'en veux du rose, eh bien dans ces cas-là, c'est bien, c'est un bon point pour le PN. Il se dit c'est bon, ça part bien. Et après, ça va aller crescendo dans les techniques de contrôle. Par exemple, le besoin d'humiliation, il va le tester également. Il va par exemple vous faire une remarque en public qui, prise isolément, est anodine, où vous allez ressentir un malaise, mais vous allez vous dire j'ai peut-être mal compris, j'interprète peut-être, ça va peut-être trop loin. Et dans ces cas-là, il va avoir testé son besoin d'humiliation. Et comme vous aurez pas réagi, il va se dire c'est bon, bonne candidate, on va continuer, on va monter. Et donc là, c'est une personne qui du coup acceptera le gaslighting, qui est une des techniques de manipulation. Donc s'il voit dans les premiers instants que vous êtes OK, à ce moment-là, il va enclencher les étapes d'après de la relation. Ok, sinon, donc il va tester des choses où normalement une personne qui est pas dans la cible justement va avoir tendance à repousser ou à s'éloigner un petit peu lorsqu'il va faire ça. Il y a d'autres personnes qui au contraire vont soit toujours lui trouver des excuses, soit au contraire sauter dedans quand qui est du love bombing justement. Il y a des gens qui attendent tellement peut-être d'être aimés qu'ils sont prêts à tout et n'importe quoi et 48 heures ça leur paraît déjà très long pour se mettre en couple. Exactement. Alors du coup, quels sont vraiment les besoins du pervers narcissique ? Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc il va trouver souvent, aussi évidemment on le verra, des personnes qui sont dans une démarche de care, de prendre soin des autres. Alors après on va voir que ça va aussi dans la posture du sauveur. Il a besoin d'être contenu.
On peut donner des exemples concrets parce que je pense que c'est beaucoup ce qu'ils attendent. Par exemple, le besoin d'être, qu'on prenne soin de lui. Ça veut dire qu'il va simuler des maladies. Ça veut dire qu'il va simuler, peut-être pas d'ailleurs, peut avoir des problèmes. Il va y avoir des besoins au travail, des problèmes professionnels, des problèmes financiers, des problèmes pour construire la maison, des problèmes pour aller chercher quelque chose quelque part. Peu importe. En fait, il va tester votre capacité à répondre à son besoin, qu'on s'occupe de lui et qu'on prenne soin de lui. Si vous répondez positivement, allez, on continue. Et vous voyez, toutes ces limites, elles sont toutes petites. La difficulté, vous voyez tout de suite avec le PN, c'est qu'en fait, c'est très difficile d'aller expliquer ça à l'entourage. C'est tellement fin, c'est tellement difficile à comprendre. Et c'est pour ça que les victimes nous disent, merci, en fait, avec une phrase, vous avez compris. Et c'est pour ça que c'est agréable d'aller voir des psys, des avocats, peu importe, des professionnels qui sont capables de comprendre tout de suite la complexité de la situation. C'est exactement ça. Et alors, les PN, alors ils sont pas tous grandioses, ils sont pas tous dans j'ai le droit. Ils l'affirment pas forcément ouvertement, mais néanmoins derrière il y a ce logiciel qu'on appelle l'entitlement en anglais, c'est d'avoir droit à. D'accord. Donc c'est la contrepartie de j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, mais c'est j'ai droit à. Ok. Moi, ça rejoint ce que vous dites sur quand on a interviewé les victimes de pervers narcissiques. Les vidéos sont sur la chaîne si jamais vous les avez pas vues. Souvent, ils décrivent des choses qui sont anodines en apparence et ils n'arrivent pas à montrer ce qui est vrai ou à quel point c'est grave parce qu'en fait, ils en ont vécu des centaines de milliers. Et c'est souvent plein de petites choses où chaque chose prise individuellement, c'est vrai que ça vaut pas le coup de se battre dessus. On se dit souvent ça, j'aurais pu le laisser passer moi aussi. Il y a un peu ça. Après, il y a un effet de seuil, c'est-à-dire que plus ça va, plus on repousse le seuil de tolérance. Et c'est un vrai piège parce qu'au bout d'un moment, on finit par avoir toléré beaucoup. Mais c'est effectivement une capacité à rationaliser, à justifier, qui fait partie des prédispositions. Et quand on a vécu soi-même une enfance où on a été obligé de nier son ressenti, nier sa pensée, où on a été victime de gaslighting, où on a été obligé en permanence, parce qu'on était enfant et qu'on ne pouvait pas changer la famille dans laquelle on vivait, de dire c'est pas si grave que ça. Ce pas si grave que ça, il va rester à l'âge adulte et il va faire tolérer des choses qui sont de l'ordre de l'intolérable en réalité. Et moi, je trouve que c'est pas seulement du c'est pas si grave que ça, c'est aussi parce qu'on est dans une famille, il y a cet idéal de famille exceptionnelle et parce qu'on aime cette famille, cette sacro-sainte famille, et dans ces cas-là, on accepte l'inacceptable et on reproduit cette acceptation plus tard aussi. Oui, alors on verra aussi d'ailleurs dans les caractéristiques des victimes ou des cibles, on va dire, de pervers narcissiques. Il y a cette loyauté aussi. Exactement. Et c'est une loyauté qui va faire repousser les limites sans cesse et qui est couplée aussi à ce désir de fonder une famille. Et pour peu qu'on ait vécu dans une famille dysfonctionnelle, on va avoir d'autant plus envie de s'accrocher à la famille qu'on a essayé de créer soi-même en se disant j'ai pas eu la mienne au départ, je vais essayer d'en créer une. Et alors là pour eux c'est pour les pervers narcissiques, c'est du velours parce que ils ont trouvé quelque part quelqu'un qui va tout le temps essayer de faire fonctionner l'infonctionnable et qui va rester malgré tout un tas de choses. Qu'est-ce que tu appelles une enfance dysfonctionnelle ? C'est justement une famille, par exemple, où il y a ce qu'on appelle du gaslighting, c'est-à-dire qu'on va nier à l'enfant la capacité le droit à ressentir ce qu'il ressent et à penser ce qu'il pense. Donc ça va être des phrases du style « t'as pas le droit de penser comme ça ». Mais non, t'es pas triste. En fait, on empêche l'individu de se construire. Ok. Parce qu'on nie son existence. Oui. Et les familles dysfonctionnelles, ça va même plus loin, et ça c'est un cliché, ça va être un enfant qui a été abandonné. Je suis désolée, un enfant abandonné qui n'a pas géré son traumatisme d'abandon, c'est une proie très facile. Et j'en ai dans les dossiers comme ça, des dossiers avec des enfants qui ont été victimes d'inceste. La probabilité, s'ils n'ont pas travaillé sur eux pour qu'ils retombent sur des personnalités toxiques, est également plus importante à mon sens. Et est-ce que avoir vécu un divorce de ses parents conflictuel, ça peut jouer ? Moi, je pense pas que ce soit le divorce en soi qui soit problématique, parce que la rupture, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il suffit qu'on naisse pour qu'on soit déjà en rupture. Ça, c'est le premier point. Mais pour moi, c'est pas le divorce qui pose problème aux enfants, à mon sens. C'est la manière dont est géré le divorce, c'est les mots qu'on leur donne, c'est le fait qu'on leur cache des choses ou qu'on ne leur cache pas des choses, c'est qu'on leur explique la situation, qu'on leur demande qu'est-ce que tu ressens, comment je peux t'aider. C'est ok que tu sois triste avec la séparation de papa et maman. Effectivement, c'était pas notre projet. Il y a plein de choses à expliquer, donc c'est pas le divorce, à mon sens, qui pose problème, que la communication que les parents ont sur leur divorce et la manière dont ils l'analysent qui a des répercussions.
Oui. Et d'ailleurs, au contraire, le fait souvent que des couples qui ne fonctionnent plus restent ensemble, entre autres parce qu'il y a des enfants, déjà ça fait porter aux enfants une responsabilité qui n'est pas la leur. Et aussi, ça leur donne le message que, quelles que soient nos émotions, on doit s'astreindre à rester dans une relation avec laquelle on n'est plus d'accord. Donc finalement, on leur apprend à ne pas respecter ce qu'ils ressentent. Donc oui, carrément. plutôt une C'est pas mauvaise forcément chose. mieux. Donc à reproduire quelque chose de toxique. Oui, à tenir malgré Exactement. les insultes, malgré tout. Exactement. Ok. Si on s'intéresse au profil justement de ce pervers narcissique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont pas tous grandioses et en réalité, même ceux qui sont grandioses, mais surtout les autres, ils ont un désordre narcissique. C'est-à-dire que ils montrent parfois une confiance, mais en réalité derrière, ils ont besoin qu'on nourrisse leur narcissisme. Hein. Donc ça va faire partie des choses qu'ils vont chercher. Justement, ils vont chercher ce qu'on appelle souvent les S, les 4 S, dont le sexe souvent, ou le contrôle par le sexe, c'est-à-dire que ça peut être aussi par la privation de sexe. Ils vont chercher la sécurité, la sensation de sécurité. Et ils vont chercher ce qu'on appelle le supply en anglais, qui est justement de les nourrir narcissiquement. Parce que en réalité, quand on est avec un pervers narcissique, il faut comprendre qu'on est en train, en permanence, de remplir un seau qui a un trou au fond. C'est-à-dire qu'on a beau en permanence remplir, ça ne suffit pas parce que le pervers narcissique n'a pas le terreau pour que ce qu'on a donné puisse prospérer. Ce qui fait qu'en fait, c'est sans fin. Okay. Et donc, ils ont besoin de ce supply qu'on appelle leur fuel narcissique pour pouvoir continuer de vivre. Alors, par exemple, on peut aller sur des exemples. Des exemples au niveau du sexe. Ça va être, par exemple, quelqu'un, une victime qui va, qui va valoriser énormément le pervers narcissique dans les relations sexuelles. Ou, comme tu l'as dit, ça va être le PN qui, par le sexe, par l'absence de sexe, va punir sa victime. Qu'est-ce que tu appelles valoriser par le sexe? En gros, t'es génial. Ok, c'est valoriser. Voilà, des exploits. Louer, c'est louange. Je vais pas entrer dans les détails, mais on connaît les angoisses des mecs. Et pour les femmes qui vont avoir également besoin d'être assurées sur ce que les hommes vont préférer, par exemple. Ou des femmes entre elles, bon, peu importe. Il n'y a pas de question de genre là sur ça. Après, tu avais un autre exemple. Donc, il y avait le supply qui est vraiment la nourriture narcissique. Ouais. Hein. Il y a aussi les services. Ils vont, alors c'est très fréquent. Moi, j'en ai plein dans les personnes que je reçois, des femmes qui sont en fait les assistantes officielles ou officieuses de leur conjoint. Parce qu'en fait, elles sont multifonctions. C'est-à-dire qu'en fait, elles font femme au foyer, donc elles tiennent le ménage, elles s'occupent des enfants, elles sont aussi l'assistante et la comptable. Donc en fait, ils ont besoin de services. Et ça fait partie des caractéristiques qu'ils recherchent. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à donner, le pervers narcissique, il va pas s'intéresser à vous. Ouais. Ça déjà, parce qu'il a besoin de prendre. Et c'est difficile de trouver la limite entre les deux parce que c'est aussi normal de donner dans une relation, de donner de soi, de rendre des services. Donc, toute la question, c'est de trouver cet équilibre aussi. Ça peut être normal de demander un service. Oui, mais parce que ça doit être à double sens. Exactement. Le problème, c'est quand c'est toujours dans le même sens. Okay. Le problème, il est là. Et ils ont besoin de sécurité, c'est vraiment, voilà, tout à l'heure je parlais des 4 S, et ce qui fait que la loyauté de la personne va être une valeur très importante que le pervers narcissique va chercher, parce que c'est ce qui va lui donner une sécurité. Je disais tout à l'heure, le pervers narcissique, il a besoin d'être contenu, et il sait, parce qu'en fait, émotionnellement, il est extrêmement fragile, malgré les apparences, et donc il sait qu'il a besoin de cette sécurité pour pouvoir déployer le reste de ses actions dans ses autres domaines de vie. Donc, il va chercher quelqu'un qui va le contenir et il faut que cette personne soit suffisamment sécurisante parce qu'elle va être loyale et qu'elle va être là dans la durée. Et cette sécurité, par exemple, deux exemples concrets qui, d'un point de vue juridique. Sécurité, ça va être le contrôle financier. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sécuriser avec un appartement qui va être que au nom du pervers narcissique, sécuriser avec un conjoint, mais une alimentation du conjoint exclusivement par la victime qui a moins de sous. Ça va être la sécurisation par un contrat de séparation de biens, alors que c'est la victime qui va payer, par exemple, majoritairement les charges du mariage. Okay. Ça va être une sécurisation par l'enfant qui doit porter son nom et pas le nom, pas les noms des deux parents accolés. C'est que des exemples parmi d'autres. Oui, parce que le pendant de la sécurisation, c'est le piège et le contrôle.
Ouais. C'est-à-dire que pour que la personne soit d'autant plus loyale, on va l'enfermer dans une situation dont elle ne pourra pas s'extraire. Exactement. La loyauté, ça va avec l'isolement. Accepter de partir loin de sa famille, de ses proches, c'est une preuve de loyauté. Et on voit toute la mécanique toxique d'ailleurs de la notion de loyauté, parce que dans l'imaginaire, la loyauté, c'est quand même quelque chose de génial. Oui, je pense que ça l'est quand on tombe pas sur quelqu'un de... Exactement. Et donc en fait, là, on utilise le mot loyauté pour en fait décrire ce qui n'est pas de la loyauté, mais ce qui est un asservissement. Mais on est connecté, toi. Tu vois, donc c'est pour ça, le problème, c'est que le PN, il va utiliser des mots qui ne correspondent pas à ce que sont censés définir ces mots. Ok, donc il va utiliser des vraies valeurs qu'a la personne, des vraies forces qu'elle a, pour les retourner contre elle, quoi. Exactement. C'est un judoka qui utilise le poids de l'autre pour... Exactement ça. Alors, il faut comprendre aussi vraiment la base de ce que c'est que la perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est à la fois un trouble de l'identité de cette personne-là et un trouble de l'altérité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas reconnaître dans l'autre un autre. Il va reconnaître dans l'autre une marionnette qui a pour seul objectif de continuer de faire croire au pervers narcissique à sa propre illusion qu'il est obligé de mettre en scène tous les jours pour survivre. C'est incroyable, c'est qu'en fait, les gens qui vivent avec des pervers narcissiques ne sont que des figurants au service de l'histoire que le pervers narcissique a besoin de se raconter à propos de lui-même. Et ce que tu dis, c'est que c'est tellement vrai que ça se voit systématiquement d'un point de vue procédural. Pourquoi ça se voit d'un point de vue procédural ? Parce que quand on est face à un pervers narcissique, le pervers narcissique va inventer une histoire sans preuve, alors qu'une personne qui est normalement constituée, ça lui vient pas à l'idée de raconter n'importe quoi quand il n'y a pas de preuve. Alors que là, ce qui est fou, c'est que le pervers narcissique va avoir des demandes totalement déconnectées de la réalité, et que ça, c'est un signe. Par exemple, c'est un parent qui va demander la résidence alternée alors qu'il s'est pas occupé de son enfant depuis le départ. Ça va être une mère qui va culpabiliser, le père de tous les torts, sans s'interroger à un seul moment sur sa propre relation avec son enfant, sans se questionner. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que juridiquement, on a quelque chose à côté de la plaque. Et mon travail en tant qu'avocat, c'est de dire, écoutez, ne laissez pas quelqu'un définir qui vous êtes. Ne laissez pas l'autre vous dire si vous êtes une bonne mère, un bon père. C'est pas à quelqu'un d'autre de définir qui vous êtes. C'est à vous de le décider. Tu dis ça parce que tu vois par exemple des clients qui disent oui, il a dit ça de moi, Exactement. etc. et qui s'en veulent ou qui le prennent très mal. Et alors moi, je leur dis, mais Antoine, tu as les cheveux bleus et les yeux bruns. Ça va rien te faire. Ou je leur dis, écoutez, pour leur faire comprendre, et là, en général, ils comprennent, je leur dis, écoutez, je vais vous faire comprendre ce que vous êtes en train de me décrire. Supposons qu'on avait rendez-vous ce matin à 10h et que je leur dis, finalement, je suis pas venue au rendez-vous, mais ils apprennent par la suite que si je suis pas venue au rendez-vous, c'est parce que j'ai l'Alzheimer. Si j'ai l'Alzheimer, ils vont pas m'en vouloir, tu vois, d'avoir zappé le rendez-vous. Ils vont juste dire, elle a une maladie mentale. Et c'est la même chose avec le PN. Il faut lâcher prise. Vous allez pas m'en vouloir parce que j'oublie un rendez-vous, j'ai la maladie d'Alzheimer. Tu vois, c'est la même chose. T'en penses quoi, toi? Moi, je prends toujours l'image de la personne en fauteuil roulant à qui on ne va pas demander de courir à 100 mètres. Merci. Qui ne peut pas. Merci. Donc voilà, je sais qu'on a chacune notre métaphore. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et en réalité, si on pouvait résumer en une seule phrase, mais on va redétailler derrière, le problème, les victimes, c'est simplement qu'elles attendent que l'autre définisse qui elle est. Ouais. Et ça, c'est vraiment la caractéristique commune de toutes les victimes. Alors, on peut appeler ça dépendance affective ou autrement, peu importe. Mais en réalité, ce sont des personnes qui ont une identité qui n'est pas extrêmement assise, définie, assumée, comprise, voilà. Quand bien même elles peuvent être fortes et montrer au contraire beaucoup d'assurance. Ouais. Tout à fait. En tout cas, et c'est d'ailleurs le discours classique, c'est-à-dire que le discours classique quand je reçois une victime au cabinet, c'est avant de rencontrer cet homme ou cette femme, j'avais un travail, j'étais équilibrée, j'étais dans mes études, j'avais eu une insertion sociale, j'étais ancrée. Ouais. Et quand je l'ai rencontrée, je ne me reconnais plus au fur et à mesure. Elles disent je ne me reconnais plus. Je sais pas si elles te le disent aussi. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais en réalité, nous on le comprend, je pense assez bien. C'est qu'en réalité, tout ce que ces personnes avaient construit avant, tout ce que les cibles des pervers narcissiques avaient construit avant, avait été construit sur un peu des sables mouvants en termes identitaires. Ouais. C'est-à-dire que les fondations n'étaient pas
extrêmement précises. Donc ça avait été construit sur un bagage familial, culturel. On était entré globalement dans un moule et bon an mal an, on avait bien tracé notre route, voilà. Et c'est des gens qui ont fait comme on leur a dit de faire en fait. C'est un peu ça, et que finalement ça a assez bien marché. Sauf que il y a toute une étape de construction identitaire qui a pas été je vais pas dire bien ancré. Ouais, exactement. Je vais pousser peut-être un peu hors sujet, mais est-ce que c'est pas l'école qui nous pousse à faire ça? Parce que si jamais imaginons que le professeur nous demande une réponse, on sait qu'il attend une réponse. La réponse a beau être fausse, il vaut mieux la marquer que marquer la réponse juste. Oui, alors on pourrait débattre de beaucoup de choses concernant en particulier la méritocratie et ce que ça va entraîner en termes de construction de soi. C'est-à-dire que c'est quand même globalement une construction de la valorisation externe. Et le problème, effectivement, ça va être de remettre de la valorisation interne. Et ça, alors moi je suis aussi enseignante et je suis formatrice d'enseignants. On est en train de développer enfin des formations au bien-être et au développement personnel des enseignants et des élèves. Donc ça tombe bien parce que s'il y a toujours cette valorisation externe, c'est une fragilité identitaire qui va être la porte ouverte à la fois des flatteries et à la fois des humiliations. Et la meilleure force qu'on puisse avoir pour ne pas être réceptif à ces attaques, c'est de dire que notre propre valeur, elle vient de nous. C'est exactement ce qu'on dit. Qu'on me fasse un compliment ou qu'on me dise que je suis moche, en fait, quand on est suffisamment fort, ça n'a pas d'impact. Exactement. C'est exactement ce que dit, je connais plus l'auteur, dans les accords Toltec, ne laissez pas les autres définir qui vous êtes. Ça veut dire quoi concrètement en termes de communication quand vous êtes en pleine crise avec un pervers narcissique? Ça veut dire que quand il y a un PN qui vous dit « mais t'es qu'une pute, t'es qu'un connard, t'es un mauvais père », il faut lui répondre « mais tu as le droit de penser ça. C'est ton droit de penser comme ça. Moi, je me vois différemment, mais c'est OK que tu penses comme ça. » Ou par exemple, l'attitude classique que vous allez avoir. « Mais pourquoi tu dis ça? Comment tu peux dire ça? Mais t'as pas honte de dire ça ?» Vous lui donnez exactement ce qu'il recherche, ce dont il a besoin pour exister et pour avoir sa nourriture narcissique. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce que vous dites? « OK, t'as le droit de penser ça. Bah, écoute, c'est ton point de vue. Je comprends que t'aies besoin de dire ça pour te rassurer. » Tout ça, ça coupe court à la conversation. Complètement. Oui, j'avais entendu aussi, quand il dit ça, il parle de lui. Ouais, c'est exact. C'est des accusations de projection. Ouais. Alors, faut faire attention aussi à ce que la victime arrête. Alors ça fait partie aussi des critères qui font que malheureusement, il y a des gens qui vont être plus facilement sensibles à la manipulation. C'est que la projection, elle peut avoir lieu aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut projeter sur le pervers narcissique des qualités humaines que nous on a en particulier d'empathie et on va penser que le pervers narcissique est capable de les avoir aussi. Donc ça en fait ça marche pas. Donc la projection, faut savoir que on peut nous aussi malheureusement de temps en temps en faire et qu'il y a des gens sur qui en fait il faut éviter. D'abord je pense qu'il faut toujours éviter la projection, mais de toute façon penser que l'autre a le même raisonnement que soi, y compris les mêmes qualités humaines que soi, c'est une erreur fondamentale. Et c'est une erreur, mais elle se comprend parce qu'on a forcément envie de s'identifier à l'autre quand on est dans une phase de rencontre, de construction de couple. L'identification, c'est ce qui permet aussi de donner une identité commune au couple. Sauf que c'est cet équilibre qu'il faut trouver et de faire ces projections, elles sont très dangereuses. Et donc, j'en reviens toujours à la même chose que je vous dis dans toutes mes vidéos. L'acceptation de l'autre tel qu'il est. Voir les choses de manière objective, en ouvrant les yeux, sans essayer de se cacher la vérité. Okay, donc si je résume un petit peu, toute personne peut être la cible. Mais les personnes où le pervers narcissique va vraiment y mettre son attention et son temps pour rentrer dans quelque chose de destructeur, ça va être des personnes qui justement se soucient plutôt du regard des autres, ont souvent une estime d'eux-mêmes ou un peu bancale et souvent un grand niveau d'empathie ou de volonté d'aider les autres, de loyauté, Oui, c'est un raccourci, mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, le pervers narcissique, si jamais dans les premiers instants, il teste quelque chose, 2-3 trucs, et il voit que ça ne prend pas, il va se détourner de cette personne-là très rapidement. C'est-à-dire que si vous savez dire non, si vous êtes OK pour affirmer un point de vue différent, si vous êtes OK pour dire écoute, t'es gentil, je comprends bien que t'as besoin de ma voiture, mais là en l'occurrence moi aussi j'en ai besoin et entre nous deux je choisis moi. Là, clairement le pervers narcissique va dire OK, c'est pas un bon candidat quoi. Okay. Voilà. Donc tu veux dire que dès le début, si par exemple il y a une conversation et qu'on n'est pas 100% d'accord et qu'on assume ses positions, le pervers narcissique naturellement, même s'il n'y a pas eu d'engueulade ou va se désintéresser. Exactement. Okay. Et il peut aussi, faire quelque chose aussi encore de très pervers justement, c'est que à partir du moment où il a décelé des points importants chez vous,
Une attitude normale, c'est pas d'essayer forcément d'aller plaire à l'autre. Une attitude normale, c'est d'essayer de s'affirmer. Et là où il vous embrouille, il crée de la confusion, c'est qu'il vous fait croire qu'il est exactement cette personne que vous attendiez. Et pas seulement dans les déclarations d'amour, dans les gestes d'attention, mais fondamentalement dans des qualités précises que vous aimez. Par exemple, si vous êtes fan de sport, il pourra peut-être vous faire croire qu'il adore le sport alors qu'il avait jamais fait un footing avant dans sa vie. Ouais. Si vous êtes fan d'art et que vous adorez aller au musée, il va peut-être vous dire « Ah bah, t'as vu la dernière expo? Moi, j'avais super envie d'y aller, pas toi aussi. » Et tout ça, c'est que du fake. Et le problème, c'est que vous allez mettre des mois, des années pour vous en apercevoir si vous n'avez pas, en somme, si vous n'êtes pas extrêmement vigilant. Ok. Je pense que dans les personnes qui vont nous regarder, il y en a beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont ces caractéristiques, d'être loyal, d'être plutôt à l'écoute de l'autre, parfois un peu trop. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Comment on peut les aider? Alors ça va être un travail d'affirmation de soi, ça c'est sûr et certain, de connaissance de soi et de choisir qui on a envie d'être et comment on a envie de mener sa vie. Mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante aussi, parce que tout à l'heure tu disais, on doit jamais laisser personne définir qui on est, mais on doit jamais non plus laisser personne nous offrir notre idéal de vie. Et ça, c'est un des trucs que le pervers narcissique va vous offrir au départ. Et donc, il faut pouvoir s'offrir soi-même son idéal de vie. Et parmi l'idéal de vie, souvent, des personnes, quand on entre en relation, on a souvent envie d'un nous. Ouais. Si le pervers narcissique sent que vous offrir un nous, et c'est pour ça que des fois ça va très vite, très rapidement, ça marche, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire qu'il va pouvoir vous mettre sous emprise. Oui, mais comment on peut obtenir un nous sans quelqu'un d'autre? Ah bah ils définissent que, en fait, alors je vais donner un exemple. Alors ça va être surtout dans ce qu'on appelle du hoovering, pour essayer de récupérer la personne qui est en train d'essayer de quitter une relation toxique, parce que le pervers narcissique, il a besoin de pouvoir réaspirer les gens. Et ben, par exemple, vous avez toujours rêvé de rencontrer son fils. Il est marié, il a un fils, voilà. Tout d'un coup, il va vous envoyer 2-3 vidéos où il est en vacances avec son fils et il vous donne l'impression que du coup, il va vous le présenter. Donc là, il recrée un nous. Okay. Ce nous dont vous avez toujours rêvé, après lequel vous avez toujours couru. Et juste parce que tu dis il t'offre ce que ton rêve. Ouais. Et ton rêve, il faut te l'offrir toi-même. C'est ça. Mais si ton rêve c'est d'avoir un nous, tu peux pas te l'offrir toi-même, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'équation. Construire ce nous. OK, donc c'est ça, il faut pas qu'il te l'offre tout seul. Enfin, il faut pas que ça soit déstabilisé. Parce que en fait, après surtout là où tu vois que ce cadeau, en quelque sorte, du nous est un cadeau et qu'il a le droit de le reprendre, c'est que ça constituera un moyen de chantage. C'est qu'en fait, et ce sera surtout la raison pour laquelle vous ne serez pas capable de mettre un terme à une relation. Parce que vous avez cet idéal de famille et que c'était la chose la plus importante pour vous, il va vous faire pression en disant « mais tu casses la famille », par exemple. Alors que non, personne n'est responsable du fait de briser une famille. Quand on part, c'est juste pour ses propres besoins, pour protéger ses enfants, pour mettre fin à une relation toxique. Donc en fait, l'idéal de la victime est utilisé comme un moyen de pression, comme un chantage vis-à-vis de la victime. Il dit, tu veux plus ça? Tu veux me quitter? Bah, t'auras plus ça. T'auras plus ça et c'est de ta faute. C'est toi et qui c'est de ta faute surtout, oui. Alors, je voudrais aussi revenir sur un truc, parce que moi, j'ai souvent en séance des gens qui me demandent le lien entre HPI, HPE, je vais revenir sur les expressions, et victime ou cible de pervers narcissique. Alors, je ne suis pas une fan de mettre les gens dans des cases et de dire il y a des gens à haut potentiel intellectuel, à haut potentiel émotionnel. Néanmoins, on a chacun des caractéristiques quand même différentes. Bon. En quoi est-ce que ces profils, haut potentiel intellectuel et ou haut potentiel émotionnel, peuvent être des gens avec qui ça va super bien matcher avec le pervers narcissique? Les hauts potentiels intellectuels, on va dire, sont des personnes qui vont tout le temps essayer de trouver des solutions et qui vont faire fonctionner en permanence leur cerveau pour essayer de faire fonctionner, y compris ce qui ne peut pas fonctionner, qui vont se remettre en permanence en question en disant c'est de ma faute si j'ai pas réussi, qui vont être éventuellement perfectionnistes et qui du coup vont être sensibles aux critiques, aux humiliations et qui du coup vont essayer de s'améliorer. Donc eux, formidables, c'est des super candidats pour aller entretenir une relation avec un pervers narcissique. Ils donnent le change parfaitement aux agissements et aux besoins du pervers narcissique.
En plus, c'est éventuellement parfois de belles vitrines, parce que les pervers narcissiques, ils aiment bien quand même briller. Et donc, du coup, quand ils ont un conjoint qu'ils peuvent exhiber comme une poupée lors d'un dîner de boulot, ils sont super contents. Donc, leur trophée. Exactement. La femme trophée, enfin, c'est souvent la femme dans les dîners de boulot d'hommes, mais enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, Mais ça pour le coup, il y a à peu près tout le monde qui est quand même content d'avoir une femme jolie, qui Oui, mais là, est plutôt. en fait, il n'y a pas d'émotionnel derrière. Okay. C'est simplement une fierté. Ok, non, c'est juste que je fais attention parce qu'après les gens, du coup, ils vont croire qu'il faut plus construire de nous, qu'il faut pas être. Enfin voilà, c'est pour ça que. Justement, le nous, il faut le construire, il faut pas le recevoir brutalement comme sorti de nulle part. Au contraire, le nous, il faut le construire. Alors, les hauts potentiels émotionnels, eux, ils vont être très sensibles à ce qu'on appelle le renforcement intermittent, c'est-à-dire le chaud et le froid. Ils vont être très sensibles au love bombing, c'est-à-dire au bombardement d'attention. Tout d'un coup, waouh, ça va déclencher plein d'émotions, ça va être bon. Ils vont être très sensibles aussi aux techniques pour revenir. Quand le pervers narcissique va faire ce qu'on appelle le hoovering pour le réaspirer, super plein d'émotions, tout va bien. Okay. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas fan de mettre les gens dans des cases, mais néanmoins, on a quand même chacun un peu des caractéristiques, et il y a des caractéristiques qui vont faire qu'on va être plus ou moins de bons partenaires dans le jeu avec un pervers narcissique. Après, juste un point, on est en train de dresser un profil type des victimes, mais attention que ce soit bien clair. J'ai quand même que ce soit bien clair. Je m'explique. C'est pas parce que vous avez ces caractéristiques là, d'abord que vous pouvez pas vous en sortir, mais attends, j'essaie juste de l'expliquer. Comment l'expliquer ? La victime n'est pas responsable. Que ce soit bien clair. C'est parce que le PN va mettre en place des mécanismes de manipulation et d'emprise que la victime va tomber en quelque sorte dans le piège. Mais ce n'est pas sa responsabilité. Et souvent, on voit, comment dire, une analyse du style « oui, mais elle aimait ça, la victime ». Alors, c'est pas la femme, hein, c'est la victime, homme ou femme. Elle aimait ça. Il y a une forme de masochisme parfois qui lui est reprochée. Et puis, la victime, c'est aussi sa responsabilité parce qu'elle avait qu'à partir avant et poser des limites. Non, si la victime ne le fait pas, c'est justement parce qu'il y a ces mécanismes d'emprise. Et c'est parce qu'elle avait ses failles également qu'elle a été choisie, mais c'est aussi parce qu'elle va prendre conscience de ses failles qu'elle va ensuite partir. Mais on peut pas demander à quelqu'un qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle et qui n'a pas fait de travail sur soi d'être capable de poser des limites immédiatement. Ce n'est pas possible. Ça vient avec le temps, avec la maturité, avec une psychothérapie, avec des expériences. Donc ça, c'est très important pour les déresponsabiliser, au moins le temps de l'absence de prise de conscience. Déculpabiliser. Ouais, voilà. Ouais. Responsabiliser bien, c'est bien. Par contre, déculpabiliser, c'est important. Ouais, c'est important. Et ce que tu dis est très important parce que souvent, je vois des gens qui me disent, bah oui, mais moi, on me dit, oui, mais vous étiez deux dans un couple, c'est 50-50 la responsabilité. C'est pas du tout vrai. On est dans des relations d'emprise avec une asymétrie, avec une soumission de l'autre. On n'est pas à 50-50 dans ce genre de relation. Et ça demande un énorme effort à la personne qui est prise dans ces pièges, qui en plus, en général, est aussi prise au piège financièrement, psychiquement, parce que souvent, le pervers narcissique va l'avoir mené va lui avoir fait porter même sa dépression jusqu'à parfois un internement en psychiatrie et tout ça. Donc ça va demander un énorme effort à la cible, à la victime, de se sortir de ce piège. Et souvent, on va voir des personnes qui ont des particularités vraiment différentes les unes des autres, que ce soit des milieux sociaux différents, des niveaux d'éducation, des métiers différents, mais on va retrouver exactement de toute façon les mêmes schémas d'emprise. Ouais. Mais nous, enfin, on était d'accord là-dessus. On a donc filmé 7 cibles victimes, et les 7 étaient plutôt des gens forts, plutôt au contraire. Et par contre, les schémas étaient identiques, les étapes étaient identiques, et même si, voilà, à la fin, il s'est pas passé la même chose pour chacun. Chacun a eu vraiment son expérience, sa vie, etc. La mécanique, comment ça s'est passé, tout ça. Et les personnes se connaissaient pas. Et pendant qu'elles attendaient de passer, elles discutaient, elles disaient, il t'a fait ça, mais moi aussi. À tel moment, mais moi aussi. C'était impressionnant, ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le cabinet marche aussi bien. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, on a identifié ces schémas et qu'on n'a plus aucune surprise. Il n'y a rien d'original. À partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, c'est toujours la même chose. Et ce qu'elles me racontent, les victimes, et ça doit aussi les apaiser, c'est qu'elles ont l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, c'est juste une maladie mentale. Et cette maladie mentale, alors je sais que c'est contesté, mais en tout cas, c'est toujours les mêmes schémas. Peu importe comment on l'appelle, c'est toujours la même chose. Et là, ça doit les apaiser. Parce que s'il y a autant de personnes qui vivent ça, autant de personnes qui s'en sortent, c'est qu'en fait, elles aussi, elles peuvent y arriver. Tout à fait.
Alors, du coup, voilà, si on résume un petit peu, globalement, tout à l'heure tu me demandais un petit peu le résumé, c'est la cible, elle a quelque chose que le pervers narcissique va vouloir. Alors, curieusement, en plus, il va penser que, par exemple, toutes les qualités de sa victime, il va pouvoir les aspirer comme par magie, quoi. C'est extraordinaire. Il va croire, si je fréquente quelqu'un qui est cultivé, je vais aspirer son talent. Ça marche pas comme ça. Et en plus, après, il va en vouloir à l'autre d'avoir du talent et de la culture ou des qualités qu'il n'aura jamais réussi à aspirer. Et il va être dans beaucoup de rage et de colère. Elle va avoir, la cible en général, des valeurs humaines quand même assez fortes, en particulier quand même de l'empathie, de la loyauté, des choses qui sont quand même constitutives normalement de l'être humain et qui vont justement être en fait le piège qui va se refermer sur elle-même. C'est-à-dire que ces valeurs-là vont être utilisées par l'autre à leurs propres dépens. Et ça, c'est vraiment rageant parfois de voir ça, mais ça fait partie des caractéristiques assez fréquentes. Moi, j'ai rarement vu un pervers narcissique se mettre en couple avec quelqu'un d'égoïste. Ça marche pas, ça, en fait. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai qu'en fait, cette qualité, elle est même utilisée au cours de la procédure. C'est-à-dire qu'on va avoir un discours totalement toxique, par exemple, des mères qui sont victimes de violences avec un pervers narcissique. Il faut dire, mais c'est quand même le père de mes enfants. Oui, mais en fait, c'est le père de vos enfants. Mais vos enfants, il les a tapés, il les a violés. Vos enfants, il les a humiliés, il leur a filé des claques, il les a enfermés dans un camion. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour les enfants de voir leur père dans ces conditions ? Et le discours, elles sont tellement confuses mentalement qu'ils vous disent « oui, mais c'est quand même leur père ». Et donc, en fait, tout ce qu'on dit, elles en sont totalement imperméables parce qu'elles sont encore dans ce travail de prise de conscience et que c'est trop violent. Elles sont encore dans la projection de leurs propres valeurs positives sur l'autre. Ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces victimes qui n'arrivent pas à voir clair, elles prennent des décisions non pas par rapport à ce qu'elles pensent juste, mais parce qu'elles se disent « ouh là là, il y a les profs, il y a la police, il y a les avocats, il y a les psys, il y a mes amis, il y a plein de professionnels et d'entourage de personnes qui me disent « tiens, je dois y aller, je dois faire quelque chose », mais elles, intimement, elles n'en sont souvent pas encore convaincues. Okay. Ouais, ça prend du temps, ouais. Entre autres, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas appris, et ça fait partie justement de ces caractéristiques, à définir leurs valeurs de l'intérieur. Et du coup, tout est défini par l'extérieur. C'est très compliqué d'aller dans une vraie direction quand ça vient en fait de sources différentes et qu'en plus on a été habitué à suivre une source unique qui était le pervers narcissique. Donc du coup, reprendre la boussole de sa vie, c'est vraiment compliqué. Et puis reprendre la boussole de sa vie quand on n'a jamais su ce que c'était une boussole pendant son enfance, quand on n'a jamais su ce que c'était une boussole pendant toute une vie conjugale, à un moment vous arrivez à 40, à 60, à 70 piges, et là vous êtes en train de dire « ah mince, comment je vais faire pour vivre enfin une relation saine et je vais sortir de tous ces schémas ». C'est un travail d'une difficulté inouïe. Ce qu'on aime, qu'est-ce qu'il aime le cerveau ? Il aime l'absence de changement, il aime savoir prévoir, il aime ne pas être en difficulté. Et bien là, pourtant, pour sortir de ces relations, le paradoxe, c'est qu'il faut encore se mettre en difficulté. Genre ça n'en finit pas. Alors que les gens n'ont déjà plus d'énergie. Exactement. En général, quand ils l'ont. On leur demande, allez, encore, vas-y, la montagne, tu ne vois même pas le sommet. Alors, comme au départ, le pervers narcissique, il s'engouffre dans les failles. Alors, ça peut être des blessures, la blessure de rejet. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été admis par sa famille et du coup, ça va créer une énorme loyauté parce qu'il va pas vouloir casser la propre famille qu'il a construite. Donc, le pervers narcissique, il va s'introduire dans toutes ces failles et en réalité, il va aller les rouvrir. Une blessure d'injustice. Alors, il n'y a pas plus grande faille que celle qu'on vit comme injustice avec un pervers narcissique. Tout est injuste. Et donc, ça va être tout un travail de reconstruction et d'apaisement des blessures qu'il va falloir faire après pour non seulement sortir de cette relation-là, et après ne plus retomber dans des relations avec des pervers narcissiques. Et si je peux me permettre, j'observe que, alors tu me diras ce que tu en penses, j'observe que l'une des failles de toutes ces victimes, elles ont comme point commun d'avoir tendance à avoir peur du conflit. Elles ont une image du conflit qui est extrêmement dégradée, alors que je le dis régulièrement sur les vidéos, le conflit est une chance. Tant que vous ne changez pas votre vision du conflit en acceptant que c'est une chance. Pourquoi c'est une chance ? Parce que ça vous permet de renforcer votre identité, de poser vos limites, de dire oui, de dire non, de trouver peut-être un terrain d'entente ou pas, mais en tout cas, de dire que si une situation ne vous convient pas, c'est OK. C'est OK. Tant que vous acceptez pas que vous avez le droit de ne pas être en accord avec ce que dit l'autre et que ça doit pas être nécessairement source de conflit,
Et ben dans ces cas-là, vous êtes une proie idéale pour le PN à mon sens. Ouais, alors juste là-dessus, là où il faut simplement revenir, c'est que le conflit est une chance dans sa construction ou au début d'une relation, mais quand ça fait 10 ans qu'elle est sous emprise et qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, elle se fait éclater. D'un seul coup, voilà, c'est ça devient plus possible. On est d'accord, mais c'est juste qu'à la base, le PN va choisir sa cible parce qu'elle a notamment peur du conflit. C'est ça. Le droit au désaccord, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour en sortir, justement, pour sortir de ces relations d'emprise. Et donc, une des caractéristiques majeures qui rend, alors en anglais, on appelle ça être susceptible, être vulnérable, avoir une prédisposition à une rencontre avec un pervers narcissique, c'est d'avoir vécu soi-même un lien traumatique dans sa famille et d'être habitué à l'abus. C'est-à-dire qu'en fait, l'abus est devenu leur normalité. Quand tu disais, le cerveau, il aime ce qui est habituel, quand on a vécu en trouvant que c'était normal d'être humilié, que c'était normal de devoir manger à la cuisine pendant que les autres mangeaient à la salle à manger, et bien en fait, on repousse toujours plus loin son seuil de tolérance. Exactement. Ou par exemple, quand pendant son enfance, on trouve normal de recevoir des coups, que ce soit dans la fratrie ou par ses parents, ou quand c'est normal, lorsqu'un enfant pleure, que personne vienne le consoler, ou quand c'est normal d'être réprimandé parce que vous cassez une assiette et que la réprimande est excessive comparée au fait qui s'est produit. Eh bien, en fait, tous ces micro-événements qu'on pense ridicules, qu'on peut voir dans une scène quotidienne, eh ben on les normalise. Ou comme à l'époque, c'était normalisé de donner une fessée aux enfants. Donc ça veut dire que nos propres parents nous ont potentiellement parfois donné des fessées. On voyait ça à l'école, on trouvait ça normal, alors que pour nous aujourd'hui c'est inconcevable. C'est inconcevable, alors que notre propre parent, je sais pas, il y a plein de parents qui normalisaient les violences éducatives ordinaires. Oui, mais est-ce que les violences éducatives ordinaires font des potentielles victimes? Il faut que ça soit quand même plus dysfonctionnel que ça, parce que moi j'en ai reçu des fessées, ça m'a jamais traumatisé, quoi. Bah moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que ces micro-violences, alors certes on les appelle des micro-violences, mais pour moi ça reste des violences. Mais je pense que de donner une fessée, donner une claque, crier quand c'est pas nécessaire, ouais. Mais le plus grave en fait, c'est de donner la fessée en disant je t'aime. En fait le plus gros problème il est là. C'est-à-dire qu'une fessée, ou après le parent va trouver l'enfant en disant écoute, là j'ai vraiment perdu mes nerfs, je m'en excuse parce que j'aurais pas dû et j'ai failli à ma mission parentale. Comment est-ce qu'on peut la prochaine fois sortir mieux de cette situation? Là, il peut ne pas y avoir de trauma parce que déjà c'est verbalisé et c'est pas associé la violence à l'amour ou la violence au chantage et à la menace. Le problème, il est là. Le problème, il est d'associer l'amour à de la violence, l'amour à de la menace, l'amour à de la puissance, l'amour à de la soumission. Le problème, il est là. Parce que c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Et même au niveau chimique, il va y avoir des hormones et des neurotransmetteurs qui vont se libérer dans le corps, qui vont faire ce lien entre maltraitance et amour. Et c'est ça ce qu'on appelle le lien traumatique. Et c'est ça qui va être rejoué dans les relations d'emprise. C'est ce lien traumatique-là. Et là, c'est grave. Voilà. Et c'est ça qui donne la vraie prédisposition à une rencontre avec quelqu'un de maltraitant, que ce soit une maltraitance physique ou une maltraitance émotionnelle. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Est-ce que... donc, imaginons que là, quelqu'un qui nous regarde se dit « Ok, il y a des chances pour que je sois dans une relation comme ça. » C'est des malchances. Voilà. J'ai des malchances d'être dans une relation comme ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Dans quel ordre? Dans quelle temporalité? Alors, moi, je conseille d'aller voir une série de professionnels qui sont formés. Parce qu'en fait, d'en parler à ses amis, d'en parler à ses proches, ils n'auront pas les compétences pour dire... si un comportement est OK, ils vont trouver des excuses, ils vont exprimer de l'empathie, mais ça va être trop pesant également pour eux de soutenir autant de questionnements, d'écouter autant avec une écoute attentive. Puis ils n'ont pas les capacités, que ce soit en termes médicaux, ils n'ont pas les capacités médicales, ils n'ont pas les capacités juridiques pour non, c'est pas OK. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'aller s'informer. S'informer également sur les réseaux en faisant la part des choses, parce qu'il y a aussi beaucoup d'excès. On ne peut pas parler, je le dis tout le temps, c'est pas parce que vous recevez 3 textos dans la journée que vous êtes harcelé. Le harcèlement, non, c'est pas de recevoir 3 textos ou 3 appels dans la journée. Il faut aussi choisir les bons mots pour parler de phénomènes qui existent. Ouais. Mais il ne faut pas utiliser un mot à la place d'un autre. C'est, à mon sens, très important d'aller voir des professionnels, de choisir
l'information et surtout de se dire c'est ok de ne pas prendre de décision. Je prends encore le temps d'analyser. J'ai compris qu'il y avait un souci, mais c'est ok. J'attends de comprendre et de m'informer pour ensuite prendre une décision en connaissance de cause. Sauf s'il y a danger. Oui, sauf s'il y a danger, bien sûr, il faut partir. Tout de suite. Ouais. Exactement, il faut s'extraire. Mais la plupart du temps, c'est diffus en début de relation, pendant les premières années de relation, et puis même au moment de la prise de conscience, c'est encore la lucidité n'est pas encore totale. Okay. Le problème, c'est quand il y a la prise de conscience, si le pervers narcissique prend conscience qu'il y a eu prise de conscience, les choses peuvent s'accélérer. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je vais revenir quand même sur le fait que j'ai joué sur le mot chance ou malchance. Je pense que la plupart des gens qui se sont sortis de relations avec des pervers narcissiques le considèrent comme quelque part une chance parce que après ces relations-là, en fait, ils sont dans une connexion à eux-mêmes et dans une puissance personnelle, mais dans le bon sens du terme, qui est bien au-delà de ce qu'elles connaissaient avant. Mais ça, c'est un révélateur du soi. Mais ça, c'est le biais du survivant. C'est le biais du survivant. C'est que celles que tu as rencontrées et qui sont pas, par exemple, suicidées. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je parle de ceux qui ont traversé ça. Alors, moi, quand je travaille avec les gens, je prends souvent une phrase qui est « le bonheur est de l'autre côté de la peur ». Et je leur dis « le moi est de l'autre côté de cette épreuve ». C'est-à-dire qu'en fait, vous allez traverser cette épreuve et vous allez à la rencontre de votre moi. Et ce sera en fait une très, très belle rencontre, voire même la plus belle des rencontres. Tout à l'heure, tu disais, voilà, le but, c'est qu'après, éventuellement, on puisse nouer une belle relation avec quelqu'un d'autre. La première étape, ça va être déjà de nouer une très belle relation avec soi-même. Okay. Et ça va être vraiment une révélation pour beaucoup de gens qui arrivent à faire ce pas-là. Effectivement, c'est le biais du survivant, parce que malheureusement, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre ou qui même ne s'en remettront pas. Moi, ça m'est arrivé de voir des gens qui, malheureusement, ont fait des séjours en hôpital psychiatrique et qui, au bout de 10-15 ans, arrivent à vivre une vie encore assez difficile où leurs moi n'ont pas réussi à reconstruire leur moi. Donc, je suis d'accord avec toi que ça, c'est vraiment... Ça peut arriver et qu'il faut, pour ça, être très bien accompagné par des gens qui connaissent super bien le sujet, sinon on peut passer complètement à côté. Ouais. Et puis vous voyez quand on va proposer une médiation alors qu'il y a des violences psychologiques, vous êtes en train d'entretenir le harcèlement à chaque fois. Donc quand il y a des avocats qui proposent ça, c'est juste qu'ils ont juste pas compris. Quand ils proposent une garde alternée qui nécessite une communication entre les parents, alors que la communication est totalement toxique, que vous n'avez pas de réponse, que on vous répond par de la culpabilisation et par des reproches ou par juste de la négation ou même juste de l'indifférence. Comment voulez-vous... C'est quand même très compliqué parce qu'on demande aux personnes de se reconstruire alors que la relation toxique existe encore, en général à cause des enfants ou d'un bien qui nécessite encore une indivision. Et justement sur la partie juridique, donc la personne justement se dit je suis potentiellement dans une relation comme ça, qui va avoir des incidents juridiques parce qu'elle a des enfants ou qu'elle est mariée ou je ne sais. Qu'est-ce que tu lui conseilles justement de mettre en place à court terme? C'est-à-dire que simplement elle est encore en questionnement, elle est pas prête à partir, elle est... Ah, à court terme, d'un point de vue juridique? Ouais, pour elle, ce qu'il faut qu'elle commence à réunir des éléments, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Je pense que le plus important, c'est déjà de mettre ses papiers d'identité de côté, c'est de faire en sorte de retrouver les accès, par exemple, aux impôts, à la CAF, de reprendre le contact avec les médecins traitants, de reprendre la main sur les contacts avec le propriétaire, d'avoir accès au contrat de mariage, de savoir quelles sont la totalité des comptes bancaires du couple, en tout cas couple marié, d'essayer d'avoir des informations précises sur les revenus de chacun des membres du couple pour dire est-ce qu'on contribue de manière proportionnelle aux charges du mariage ou tout simplement du couple. En fait, c'est essayer de préparer juridiquement les choses. Et pourquoi je dis ça? Je dis qu'il faut préparer juridiquement les choses parce que il y a de grandes chances que les magistrats ne comprennent pas ce que vous avez vécu et il y a de grandes chances que la seule réparation que les victimes obtiennent, c'est d'une part leur propre réparation qu'elles vont faire par elles-mêmes, mais également de gagner exclusivement d'un point de vue juridique. Sachant que la majorité du temps, il y a de grandes chances que les victimes de PN perdent parce qu'elles sont pas bien conseillées ou qu'elles, n'ont pas pris la conscience de la situation. Donc, en fait, quand elles réalisent, il est déjà trop tard. Le machiavélisme du plan s'est mis en place dès la rencontre, en fait, tu vois. Il y a un autre agenda, comme on dit souvent. Les biens sont pas à leur nom alors qu'elles avaient même pas capté, quoi.
Exactement. Ou par exemple, j'ai vu encore, ça c'est un des trucs les plus délirants, c'est un bien dont, un seul des membres du couple est propriétaire. Il n'y avait pas de mariage, mais c'est les deux qui remboursent à 50-50 en pensant qu'ils sont... Ouais, c'est ça. Ils pensaient être propriétaires. Ils pensaient être propriétaires. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense, même si aujourd'hui ça nous fait rigoler. Oui, mais ça, c'est encore une projection, malheureusement, de la victime qui pense que l'autre joue selon les mêmes règles du jeu qu'elle. Exactement. Et en réalité, l'autre joue avec des règles du jeu qui sont avec un agenda caché, qui sont à l'encontre. Et il n'y a pas ce nous. Justement, ils font croire au départ qu'il y a un nous, mais en réalité, ce nous n'existe pas. Ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue fonctionnel. C'est un faux nous. C'est un nous au service de l'autre uniquement. Oui, il n'a jamais existé en plus. Il n'est pas juste détruit avec le temps, etc. Dès le début, il a été construit pour être au service de l'un des deux simplement. Exactement. Mais c'est très important d'entretenir cette illusion du nous. Parce que sinon, le contrôle ne sera pas aussi important. Par exemple, au moment de la rupture, ce que va dire de manière classique le pervers narcissique, mais pour le futur, ce serait très important qu'on ait de bonnes relations, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Et du coup, si tu n'acceptes pas la prestation compensatoire, par exemple, c'est clair, si tu renonces à ta prestation compensatoire, c'est clair que nos relations seront meilleures. Et donc, il y a cet espoir d'un maintien encore du nous, même dans la rupture. Et c'est là que c'est totalement toxique. Parce que la négociation juridique ne se fait pas à armes égales. On n'a jamais fait une négociation juridique avec de l'espoir. On fait une négociation juridique avec des éléments tangibles. Donc ça, c'est totalement toxique. Oui, il faut arriver à sortir de tout ce qu'ils nous racontent pour reprendre quelle est la réalité, quels sont les éléments factuels. Exactement. Il faut arrêter de projeter sur l'autre ses propres qualités humaines, y compris dans la phase de séparation. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et un autre point aussi qui arrive dans la séparation, c'est que la victime a été parfois tellement instrumentalisée pendant des années qu'elle renonce par exemple, au droit de demander une prestation compensatoire, alors qu'il y a des différences de revenus qui sont délirantes. Je te parle pas de 2 000 ou 3 000 euros sur un impôt d'imposition, de différence. Je te parle de dizaines, de milliers, parfois des millions d'euros de différence de patrimoine. Ouais. Et donc, elles ont intégré le fait que pendant des années, elles ont eu de la chance de vivre au-dessus de leurs moyens, qu'elles ont eu de la chance de bénéficier du niveau de vie, et que cette dépendance, finalement, il est normal qu'un jour, elle récompense indirectement le PN. Et qu'elle culpabilise encore d'être celle qui va mettre la vie de famille en l'air, alors qu'en réalité, c'est le PN qui a tout fait pour que ça pète. Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est difficile à accepter parce que, en plus, c'est quelque chose de contre nature de penser que notre responsabilité, tu sais, toute notre société, toute la religion, en tout cas au moins la religion catholique, elle te dit en somme, qui n'a jamais péché, dis-le moi. Tout le monde a un jour péché, tout le monde a fait une erreur. Et donc, on a cette croyance, et je pense quasiment dans toutes les religions, cette croyance que finalement, on a toujours notre part de responsabilité. Et parce qu'on a notre part de responsabilité, on projette finalement cette manière de penser à la relation avec le PN. Sauf que c'est ce que disait Muriel tout à l'heure, on est à un autre niveau, on est face à quelqu'un qui a une maladie mentale, donc on ne peut pas raisonner sur les principes habituels. Quand est-ce qu'on a le droit de pardonner ? Il faudrait qu'on fasse une vidéo d'ailleurs. Quand est-ce qu'on pardonne ? Normalement, on pardonne. Si tu me fais une crasse, c'est possible de pardonner. Ouais. Parce que je sais que vous êtes des êtres sensés, parce que je sais que vous avez conscience de vos fautes, de vos erreurs. Vous allez vous repentir. Voilà, qu'on va se repentir, merci. Sauf que quand est-ce qu'on ne peut pas pardonner ? Mais finalement, quand la faute n'est pas comprise, quand elle n'est pas acceptée, quand on ne s'excuse pas, est-ce qu'il faut pardonner un PN ? Oui ou non ? Moi, je te dirais non. Non, oui, parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre. S'il n'y a pas de regret. C'est-à-dire qu'en fait, il ne regrette pas sa faute, donc ça ne sert à rien de lui pardonner. Il ne commet rien comme faute pour lui. Alors, en justifiant et en relativisant tout ce qui se passe, ce sont des micro-pardons que l'on donne au PN. Ouais. Parce qu'on l'autorise finalement à recommencer. Tout le temps. Et quand on le laisse revenir, en général, on lui dit « Ah je te pardonne ». Ouais. Voilà. Mais à ce moment-là, alors qu'en fait, il a rien demandé. Et du coup, ça finit par être des éléments du cycle toxique. Okay. D'ailleurs, un élément du cycle toxique, c'est que ce pardon, il s'effectue notamment par le silence des victimes. C'est-à-dire que le PN va revenir après un acte, peu importe, un acte de PN, peu importe lequel, et la victime, parce qu'elle a son idéal et cet espoir de la famille, il va lui arriver de se taire, de ne rien dire, de ne pas entrer dans la discussion. Aussi parce qu'elle sait de toute façon que ça va dégénérer. Mais ce silence, c'est une erreur parce qu'il est interprété comme un pardon. Ok. Et comme une caution. Sauf qu'un pardon,
Ça ne se donne pas, ça ne s'offre pas comme ça. Il y a un pardon, ça nécessite des discussions. C'est le principe d'ailleurs de la médiation. On discute quels sont les besoins de chacun qui ont été bafoués. Mais c'est pas donné comme ça. Ça se donne à un moment où c'est réfléchi, où c'est conscientisé, où on comprend la relation. Mhm. Il faut que ce soit quelque chose qui fait avancer Exactement. chacun et la relation. Exactement. Or là, ce n'est qu'un prétexte, un retour et à la continuation de ce cycle toxique. Et d'ailleurs, au-delà, quand est-ce que selon moi, les victimes partent ? C'est non seulement quand elles ont compris qu'il n'y avait pas de pardon, de pardon qui devait être octroyé de manière absolue, mais elles partent surtout quand elles commencent leur travail de se pardonner à elles-mêmes, quand elles arrêtent même, je vais aller plus loin encore, quand elles pardonnent à l'enfant maltraité en quelque sorte qu'elles étaient pendant leur enfance. Et tout ce travail-là, c'est quand je reçois les clients, elles sont encore dans la culpabilité et c'est au fur et à mesure de la procédure et de l'accompagnement par un psy qu'elles se pardonnent à elles-mêmes et qu'elles peuvent enfin avoir la vie et l'identité qui semble être la leur, qui est la leur. C'est ça. C'est exactement ça. Tu dis ça très bien. C'était très bien dit. Non, mais c'est intéressant pour moi de l'entendre dire de l'extérieur, alors qu'en fait, effectivement, c'est le message que je porte tous les jours. Donc, c'est chouette, justement, c'est drôle. Ouais. Donc voilà. Et moi, ce que je vois également, tu sais, les victimes, il y a régulièrement des audiences. Et ce qui est très difficile, c'est qu'en audience, j'explique ce qu'elles ont vécu, en tout cas les éléments que je pense pertinents juridiquement. Et elles me disent souvent, ah ouais, quand je sors d'audience, là, j'avais envie de pleurer ou j'ai pleuré, parce que c'est d'une telle violence d'entendre un tiers dire avec au moins un sentiment d'objectivité ce qu'elles ont vécu, qu'elles se disent, ah mon Dieu, là, on parle de moi de cette manière-là, mais c'est moi, cette personne-là. Et donc ça, c'est d'une violence inouïe pour elles. Et pareil pour les audiences pénales. Pour les audiences pénales, je sais d'ores et déjà que quand je défends des victimes, il y a 90% de chances qu'elles pleurent parce que c'est insoutenable d'entendre la description en public de ce qu'elles ont vécu. Quand on parle de viol, quand on parle de harcèlement, d'atteinte à la vie privée, de coups, de tentatives d'étouffement, d'humiliation répétée. Mais en fait, il y a un moment, la reconnaissance du statut de victime, elle vient par cette oralité devant le tribunal correctionnel, voire en assise, bien entendu. Surtout ce qu'on avait dit, je me rappelle dans l'épisode avec Steven, c'est que la victime, au bout d'un moment, pour se préserver, elle se coupe de son émotionnel. Dissociation. Et donc, je pense que quand elle l'entend ou quoi, comme elle s'était coupée, elle avait certainement un certain détachement de ce qui s'était passé. Ouais. Et là, le fait de l'entendre d'un tiers, ça doit la reconnecter avec ce qu'elle a vécu réellement. Quoi. C'est un renvoi au traumatisme, c'est sûr. Oui, alors c'est vraiment intéressant parce que moi, souvent, les victimes s'entendent parler de leur traumatisme, par exemple, sous hypnose. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire que sous hypnose, moi je fais parler les gens beaucoup sous hypnose. Elles en parlent d'elles-mêmes. Oui, et en réalité, ce qu'elles ne peuvent pas dire quand elles sont conscientes, parce qu'en fait, elles ont un contrôle, au-delà même du déni, il y a parfois un contrôle de ce qu'on peut ou ne peut pas dire, se l'entendre dire, tout d'un coup, ça prend corps et ça prend réalité. Mais je comprends pas, en fait, quand tu es sous hypnose... Tu peux parler. Non, mais d'accord, tu peux parler, mais tu es quand même conscient de ce que tu as dit. Ah, tu peux t'entendre, oui. Ah, tu peux t'entendre. Totalement. D'accord, ok, je savais pas. Tu peux t'entendre. Okay. Ouais. Il y a des gens qui, tout d'un coup, sous hypnose, vont lâcher un truc qu'ils n'ont jamais révélé à personne. Alors là, dans ces cas-là, on a souvent ce qu'on appelle des abréactions, et ça fait partie justement des techniques qu'il faut vraiment utiliser à bon escient et tout ça, parce que il faut pas que le fait de relâcher trop de trauma d'un coup entraîne des réactions émotionnelles ingérables. Donc il y a des techniques pour mettre en sécurité une partie du trauma, pour pouvoir relâcher au fur et à mesure certains événements, certaines sensations, certaines émotions qui ont été enfouies très profondément pour préserver l'intégrité psychique. Donc on peut pas faire des fois tout relâcher d'un coup. Ouais, la victime elle okay. peut pas, elle pourrait peut pas le l'encaisser, ouais. Ouais, ok, d'accord. Il y a des techniques pour ça. Mais oui, moi, pour avoir fait plusieurs fois de l'hypnose pour des trucs rien à voir, t'es conscient quand même de ce que tu fais, etc. C'est pas une perte de conscience, l'hypnose. C'est une conscience modifiée. Ça s'appelle un état modifié de conscience. Mais on s'entend parler, on s'entend,
On a des sensations. On peut même, moi, de temps en temps, si on a un rendez-vous derrière et qu'on sait qu'on est pressé, on peut tout d'un coup sortir d'hypnose, regarder l'heure, vérifier, repartir en hypnose. Ah bon? Oui, Ah ouais Énorme. oui, j'ai déjà vu faire et c'est OK, quoi. Donc, on est tout à fait conscient. C'est qu'on a une conscience modifiée et on s'entend parler et on peut s'entendre dire des choses. On peut s'entendre dire, là, je dois partir. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ça. Là, je dois partir. Ou là, je dois divorcer. Et tout d'un coup, les gens sortent d'hypnose et disent, ah ouais, ça fait 10 ans que, en fait, j'ose pas me le dire. Parce que le dire, ça le rend réel. Ben oui. Bah ouais. Début du passage à l'action. Ouais. Sachant, et à comment dire, quand tu prends conscience de quelque chose, ça peut entraîner, j'en sais rien, des décompensations, des traumatismes, des dépressions, de l'anxiété. Ça peut être un passage difficile, la prise de conscience. Alors, c'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il y a des parties, parce que je vois souvent des gens qui accompagnent des victimes de pervers narcissiques uniquement à travers des programmes en ligne, des choses comme ça. Moi, je dis toujours, voilà, il y a des parties que vous pouvez faire en individuel, en autonomie, parce que ça a été construit exprès pour. En revanche, pour certains passages, pour certains caps, il faut absolument que ce soit accompagné. Et même dans les parties en autonomie, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des fusibles qui soient mis en place, c'est-à-dire des choses qui vont sécuriser la personne dans son travail en autonomie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut quand même sortir, même dans un travail en autonomie. Donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle des fusibles, qui sont des protections pour la personne, qui, si elle se trouve confrontée à un matériau qui n'était pas prévu de sortir à ce moment-là, qu'elle soit pas en difficulté psychique. Et ça veut dire quoi, ça, concrètement ? Par exemple, quelque chose qui pourrait les rassurer ou les aider lorsqu'elles font un travail seules. Par exemple, quand moi j'enregistre des séances d'hypnose pour que les gens puissent les faire en autonomie, il y a des phrases à dire en début de séance. Et s'il se passe ci, sachez que vous êtes en toute sécurité et que vous pouvez revenir à vous en toute sécurité. Okay. Voilà. Mais c'est des choses qui paraissent pas grand-chose, mais qui peuvent être absolument énormes, parce que si jamais ce n'est pas fait, la personne peut se retrouver à avoir ce qu'on appelle une abréaction, une réaction émotionnelle. Et là, elle est toute seule à gérer son truc, elle est sous hypnose, elle ne sait pas qu'elle peut sortir d'hypnose, et elle se trouve face à un matériau qu'elle ne peut pas gérer. Donc ça, il faut vraiment le prévoir à l'avance. Ok, d'accord. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ? Est-ce qu'il y a quelque chose... Oui, il y a quelque chose que je voudrais rajouter sur le pardon. J'ai dit, en somme, que nos religions tendent à faire que ça devrait être normal de pardonner. On a dit oui, c'est normal de ne pas pardonner quand la personne ne peut pas comprendre et ne peut pas s'excuser. Mais il y a aussi, une question à se poser. Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de pardonner ou pas ? Juste, ça me paraît être l'essentiel. Ouais, parce qu'en fait, on a une vision très morale du pardon. Ouais. Et il faut sortir de cette vision morale du pardon pour aller vers une vision de développement personnel du pardon. C'est-à-dire aussi à partir de quel état émotionnel on pardonne. Ouais. Si on pardonne pour récupérer, c'est pas un pardon. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est pas du pardon, tout simplement. Pas du pardon. Voilà. Mais il y a des gens qui vont faire ça. Je te pardonne, allez, reviens. Non, c'est pas du pardon. Et donc, il faut aller vraiment explorer d'autres dimensions du pardon et qui sont pas non plus des valeurs. J'ai pas pardonné, je suis pas une bonne personne. Non. Le pardon, c'est pas une valeur morale. Ça doit être un acte posé en fonction d'un certain travail sur une situation avec un certain objectif ou but qui est simplement de pouvoir continuer sa vie en ayant fait une expérience sur laquelle on va pouvoir capitaliser après pour la suite de sa vie. Oui, puis le pardon, c'est puissant, ça engage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pardonné, on peut pas remettre à la face de la personne ce qu'on a pardonné normalement. Alors, il y a des choses hyper intéressantes dans le pardon, parce que quand on vit avec des personnalités difficiles, c'est assez facile après d'être dans la volonté de vengeance, le ressentiment, vouloir lui en faire payer autant qu'il nous a fait payer. Tout ça, c'est des très mauvaises énergies, c'est vraiment effectivement des choses dont il va falloir sortir, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer directement à je fais la clean slate, je nettoie l'ardoise, table rase, voilà, quoi. exact, table rase du passé, et en particulier vis-à-vis de l'autre, je pardonne tout, machin. C'est pas ça le pardon non plus. Donc il faut vraiment aller explorer beaucoup plus en profondeur toutes les dimensions du pardon et les fonctionnalités du pardon. Par exemple, quel modèle de vie je vais donner,
en quoi est-ce que je serai toujours un modèle si je pardonne à quelqu'un qui a été violent envers moi ou envers les enfants? Comment je vais me sentir à l'idée d'avoir pardonné? Est-ce que le pardon me permettra de lâcher prise et d'avancer tu vois, comme sur une feuille blanche? Est-ce que le pardon, finalement, je me sentirais mieux vis-à-vis? Est-ce que je fais ça pour les autres ou est-ce que je fais ça pour moi? Il y a plein de questions à creuser pour savoir quel est le sens du pardon, et tout en s'extrayant des pressions sociales. Notamment, je vois notamment dans les relations enfants-parents, est-ce que je dois pardonner à ma mère qui a été totalement toxique? Non, il n'y a pas d'obligation de pardonner à votre mère. Vous n'avez pas l'obligation de rester en relation avec votre père si vous pensez qu'il est toxique. Il y a un moment, c'est votre responsabilité de dire oui ou non, je veux rester dans cette relation, que ce soit votre mère, votre père, votre frère, votre sœur. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien pardonner et couper la relation. Tout à fait, on peut très bien couper la relation, bien sûr. Aussi. Et il n'y a pas de souci. Mais il y a, par exemple, quand je vois... il m'arrive d'avoir des dossiers où l'un des parents peut dire non, en fait, mon enfant, il n'a pas le droit de partir. Si, en fait, mon enfant, il a le droit de partir. Il vous appartient pas, c'est pas votre objet. Et même si votre enfant part pour aller dans une secte, c'est OK, il a le droit d'aller dans une secte. Il y a un moment, si vous faites votre maximum pour l'aider et qu'il refuse cette aide, vous pouvez pas l'aider. C'est comme quelqu'un qui veut pas être soigné. S'il refuse d'être soigné, même si on sait qu'on peut l'aider et le soigner, s'il refuse, il refuse juste, en fait. Oui, on peut pas aller contre la liberté des gens dans une certaine mesure, quoi. Exactement. C'est parce que la liberté, c'est aussi la capacité d'autodétermination à faire ses propres choix. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi, d'aller à droite, à gauche. Non. Quand tu es libre, tu choisis tes propres règles. Et si ma règle, c'est de ne jamais me soigner, c'est OK, en fait. Vous pouvez pas m'obliger à me soigner. Vous pouvez pas m'obliger à aimer. Vous pouvez pas m'obliger à voir ma mère, à voir mon père, à voir mon frère, ma sœur, à garder tel employé qui est toxique, à travailler avec telle personne. Et on peut tous avoir d'ailleurs des définitions différentes de ce qui est impardonnable. Exactement. On n'a pas forcément les mêmes curseurs. Il y a peut-être des choses qui pour certaines vont être impardonnables et qui pour d'autres personnes vont être non, ça c'est pas le plus grave pour moi. Et c'est OK, on n'a pas les mêmes choses qui vont être importantes pour nous. Et donc Oui, mais c'est quand même un objectif vers lequel il faut tendre. Il faut pas qu'on reste. Il faut pas rester dans le ressentiment. Il faut quand même essayer de tendre vers ça. Ça veut pas dire qu'il faut le faire dans l'urgence ou pour des mauvaises raisons, etc. Mais parce que tout simplement c'est pas du pardon. Non, mais il faut, en fait, c'est pas un pardon, du coup. Oui, mais ce que je dis, c'est que si on est, mais il faut tendre vers ça, même il faut, là, c'est en fait. juste pas du, si, parce que c'est, non, c'est en fait, je peux choisir de. Oui, mais c'est pas des vraies définitions du pardon. Pourquoi? Parce que s'il faut le faire, de toute façon, ça sera pas un pardon. On est d'accord. Donc c'est pas la définition du pardon. Donc en fait, c'est pas du pardon, tout simplement. On est d'accord. Mais le vrai pardon, qui est le fait d'accepter et de ne plus avoir de ressentiment, ne plus en vouloir, ça reste un objectif, même si on n'est pas obligé d'y aller tout de suite. C'est quand même mieux de pas en vouloir. Non, il y a des personnes, ça peut faire partie de leur équilibre que de vivre avec ce lien. Ça peut faire partie de leur identité, après, de garder ce ressenti toute leur vie. Je suis sûr que c'est pas quelque chose de bon. Je dis pas que c'est bon, mais ça peut faire partie. Disons que je pense que ce à quoi il faut au moins aboutir, c'est une acceptation totale et entière de la situation et des événements. Qu'après, on puisse être même dans la compassion. C'est aussi une émotion différente et autre chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à partir du moment où on considère que l'autre, il a Alzheimer ou il est dans son fauteuil roulant, on peut avoir de la compassion. Et en fait, pour un pervers narcissique qui, malheureusement, pour lui, n'arrivera jamais à nouer des liens corrects avec qui que ce soit, même avec ses enfants, sabotera toujours ce qu'il leur a créé. On a le droit d'être ou pas dans de la compassion, mais c'est un choix aussi personnel. Oui, bien sûr. C'est un choix personnel. Ouais, exactement. Et au moins, cette compassion, elle permet de ne pas surréagir. Or, la surréaction, c'est ce qui est attendu par le PN. Donc, c'est pour ça que la compassion, c'est pas mal, parce que quand il vous provoque, au moins vous restez neutre. C'est une vraie ressource, la compassion, quand on doit rester en Puis contact. surtout, pour avoir de la compassion, il faut avoir réellement reconnu que effectivement, il avait un problème. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a aussi qu'on a vraiment compris la situation. Et quand on est dans la compassion, la force change de camp. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes... Et je dis pas qu'on est dans une relation de pouvoir, là. Mais en réalité, on a, je pense, transcendé. C'est comme quand on fait le deuil de quelque chose. Là, ça va être faire le deuil de cette relation toxique.
Être dans la compassion, je pense, c'est être dans la transcendance du deuil, c'est-à-dire que on a passé toutes les étapes de déni, de choc, de machin, de tout ça, de colère, de tristesse, de machin, et on en a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on est devenu tellement au-delà de ça, au-deçà de ça, que en fait, c'est ok de voir l'autre comme étant une personne finalement misérable. Et ce serait par exemple une réponse à faire à un PN dans un échange de textos ou de mails totalement toxiques. Je sais que tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Je comprends que tu aies besoin de voir les choses comme ça. C'est OK. Et là, c'est l'attaque suprême pour un PN de dire ça. Et le but, c'est pas de l'attaquer. Non, en plus, le but, c'est pas. Et le but, c'est même pas de l'attaquer. Mais lui, il le prendra comme ça. Lui, il le prendra comme ça. Mais le but, c'est même pas de l'attaquer. C'est simplement d'être passé à autre chose et à un autre niveau de soi. Et donc, du coup, à un autre niveau de la perception du comportement de l'autre. Et là, on est même au-delà du pardon. Dans l'acceptation complète. Et je pense, c'est quoi la différence d'ailleurs entre l'acceptation et l'indifférence? Parce que, l'indifférence, c'est simplement ne pas avoir d'émotion, ne pas être touché par quelque chose. La compassion, à l'inverse, on a de l'émotion. On a des émotions positives, positives. Non, l'acceptation et l'indifférence. L'acceptation, c'est qu'on a... Je pense que l'acceptation, on est plus dans de la richesse. On en voit vraiment toutes les dimensions. L'indifférence, c'est je passe à autre chose, mais j'en prends pas peut-être tous les apprentissages. Ça m'est indifférent, c'est comme ça ou c'est autrement, peu importe. Alors que l'acceptation, c'est comme ça. C'est OK que ce soit comme ça et je m'en arrange avec. Il y a surtout une volonté, en fait, avec l'acceptation. Alors il y a un vrai travail. Ouais, c'est ça. L'indifférence, c'est une réaction un peu à chaud comme ça, pas réfléchie, pas profonde. Alors que l'acceptation, c'est un vrai travail, je pense. Ouais, je suis d'accord. Plus végétatif, quoi. On passe à autre chose, quoi. Indifférence, oui. C'est ça ou autre chose, bof, peu importe. L'acceptation, c'est comme ça. J'en ai pris toutes les dimensions et j'en accepte toutes les dimensions. Et je pense que le vrai travail, en fait, avec le PN, c'est de l'acceptation, c'est pas de l'indifférence. Parce qu'en fait, vous devez toujours le gérer quand il y a des enfants au milieu, tout au moins, ou des biens immobiliers, ou encore une procédure de divorce. Oui, puis justement, pour se reconstruire et rencontrer le vrai soi, il faut être dans l'acceptation et pas dans l'indifférence. Sinon, on n'aura rien tiré. Ça peut être une protection, d'ailleurs, aussi, l'indifférence, à mon sens. Oui, ça peut être à une étape une aussi. Fausse solution. Ouais, c'est ça. C'est à mon avis ce qu'on appellerait un mécanisme de coping, de faire avec. Ouais, voilà, c'est exactement ça, ouais. Alors que du coup, c'est pas un travail. C'est pour ça que l'acceptation dans la relation avec le PN, elle est indispensable, parce que c'est ce qui vous permettra par la suite de gérer le problème des enfants, de gérer la procédure de divorce, de gérer les liquidations partage. Ouais. De gérer, de ne pas pouvoir tout contrôler, en particulier concernant les enfants. Et ça fait partie des choses qui sont difficiles. Et l'acceptation va avec le lâcher-prise. Va permettre le lâcher-prise. Ouais. Et je tiens à dire que de ne pas accepter la folie du pervers narcissique, c'est ce qui crée des stratégies judiciaires catastrophiques. Parce que quand vous n'acceptez pas cette folie, vous voulez vous battre pour la justice, même en tant qu'avocat. Parce que on peut, en tant qu'avocat, être choqué par la réalisation de certains faits. Sauf que le paradoxe avec une relation avec un pervers narcissique, c'est que parfois, même juridiquement, il faut savoir abandonner parce que vous n'avez pas les preuves. Parce que quand vous vous battez pour quelque chose alors que vous n'avez pas les preuves, il y a des conséquences, il y a des amendes civiles, vous pouvez perdre vos enfants. On peut considérer que toutes les procédures sont abusives. Donc, c'est très risqué de se battre quand on n'a pas les preuves. Vous pouvez perdre beaucoup plus que si vous ne vous battiez pas. En anglais, ils appellent ça cut your losses. C'est comme le joueur, il faut à un moment accepter d'encaisser les pertes. Et ce que tu dis, c'est très joli, ça me fait penser à... Là, ils essaient d'obtenir réparation. Et je dirais qu'en fait, il faut passer à être réparé. De passer de vouloir obtenir réparation à vouloir être réparé à l'intérieur de soi, se réparer. Et en même temps, je les comprends totalement, ces victimes, quand elles viennent me voir et que je leur dise « Bah non, en fait, votre plainte vous avez été violée, mais on va pouvoir rien faire. Vous avez été humilié, mais je vais pas pouvoir rien faire. Ah, bah il a drogué vos enfants avec de la kétamine, bah vous avez pas des bonnes preuves, vous allez devoir vous taire. Ah, bah vous savez maintenant que votre enfant est insulté et dénigré. Quand il est revenu, il avait une grosse trace rouge, il vous a dit que papa ou maman l'avait frappé. Mais on va rien pouvoir faire parce que l'enfant a seulement 3 ans et qu'on a en tête le drame du procès Outreau. Et que finalement, le drame, c'est de dire ça, moi, en tant qu'avocate, à ces victimes et leur dire, en fait, je suis désolée, mais votre dossier, je préfère ne pas le prendre parce que si je le prends,
ça va vous desservir. Et oui, vous allez trouver potentiellement un avocat qui va vous dire il faut y aller, on ne peut pas laisser passer ça, c'est une honte. Et moi, je leur dis non, en fait. Moi, je ne serai pas cette avocate parce que je ne veux pas cautionner le fait que vous allez perdre votre enfant si vous faites encore cette procédure. Et je préfère abandonner et leur dire d'abandonner et plutôt de travailler sur elles-mêmes, de travailler sur l'équilibre psychologique de leurs enfants pour par la suite avoir une stratégie qui est totalement contre-intuitive, c'est-à-dire de se taire et de jouer l'hypocrisie. Ok. Oui, parce qu'en fait, à enchaîner les procédures sans preuve, on passe pour un hystérique. Point fou, bah oui. Et puis on joue le jeu du PN. Exactement. C'est l'inverse. En fait, on continue d'alimenter la machine. Exactement. Et on perd parce que à ce jeu-là, ils sont toujours plus forts. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a un autre où on est bon? Je sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que même si on a à la base des prédispositions à une rencontre avec un PN, déjà, l'expérience d'un PN va être peut-être un détonateur un peu fort pour aller vers la connaissance de soi, mais ça peut être un détonateur pour aller vers une révélation de soi. Ouais. Et on peut reconstruire ou construire quelque chose justement qui n'a pas été construit correctement dans l'enfance pour vivre après une vie extrêmement épanouissante en ayant vraiment la sensation qu'on s'est trouvé soi-même. Et ça, c'est un beau cadeau en fait. C'est bon ou vous voulez continuer? Je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait un bon épisode là. Merci Héloïse pour cet épisode. Merci Antoine, merci Muriel. Merci Muriel. Merci à vous deux. C'était un plaisir de vous retrouver. On sort des épisodes chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on a sorti récemment des vidéos où on a filmé les victimes de pervers narcissiques qui racontent toute leur histoire. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je pense que ça peut avoir beaucoup de richesse pour vous, pour voir s'il y a des éléments qui coïncident avec vos histoires personnelles. Si vous avez des éléments que vous voulez nous mettre en commentaire sur des sujets que vous voulez qu'on traite, sur vos histoires personnelles, n'hésitez pas, ça sera lu avec beaucoup d'attention. À très vite. À très vite, au revoir, merci beaucoup.